Il y en a devant même. Venez vous asseoir. Donc bonjour à tous et bienvenue à cette session intitulée Créer et s'engager. Comment l'entrepreneur est-il acteur du changement? Alors, beaucoup d'entre vous se souviennent de cet étrange aveu qu'aurait fait le président George Bush au Premier ministre britannique Tony Blair en 2001. Ce qui ne va pas avec les Français, c'est qu'ils n'ont pas de mot pour entrepreneur. They don't have a word for entrepreneur. Alors non, monsieur l'ex-président, la France n'est pas un désert d'entrepreneurs, et pas seulement parce qu'il s'agit d'un vieux mot français, mais aussi parce que notre pays regorge d'entrepreneurs au sens premier du terme. Et ces organisateurs, ils ne veulent pas être circonscrits au seul champ économique, au sens productif et financier, mais se préoccuper aussi de l'homme et de la terre. Alors, ce n'est pas franchement nouveau, hein, les entrepreneurs humanistes, voire utopistes, ont fleuri dès le début de la révolution industrielle au XIXe siècle, notamment autour des questions sociales. Mais l'exigence réapparaît aujourd'hui au croisement des questions sociales et environnementales. Alors l'entrepreneur est donc par nature facteur de changement. C'est maintenant le changement, comme dirait l'autre. Mais de quel changement et comment s'y prennent-ils? Alors c'est de tout cela dont nous allons parler maintenant, sur le mode de l'échange, d'abord entre nous sur cette tribune, et puis ensuite, évidemment, avec vous. Alors, autour de moi, à mes côtés, à ma gauche, Florence Gilbert, directrice de Voiture & Co. À côté d'elle, Emmanuel Delaville. Vous êtes directeur général de Eti Finance. Et puis, toujours à ma gauche, mais tout à fait au bout, Jean-Dominique Siegel, fondateur de Oui Demain. Et puis, à ma droite, j'ai donc Hélène de la Mouraire. Vous êtes, Hélène, fondatrice de Biloom. David Pouyanne, vous êtes président du réseau Entreprendre. Et enfin, Gilbert Béringer, vous êtes fondateur du label Made in Respect. Alors, on va détailler un petit peu tout ça. Chacun va présenter en quelques minutes son aventure. Et puis, ensuite, on va laisser une grande place, j'espère la place la plus importante, à la discussion avec vous, pour que vous puissiez échanger, faire part de votre expérience et puis essayer d'en savoir plus sur celle de nos invités. Alors, pour dresser le décor de notre discussion, je vais commencer par vous, David Pouyanne. David, bonjour. Alors, vous êtes entrepreneur vous-même, d'une société de construction et d'immobilier, et surtout, vous animez le réseau Entreprendre, qui rassemble près de 10 000 membres, que vous aidez à démarrer et à grandir. Vous avez réalisé une grande enquête auprès d'eux, donc auprès d'environ 10 000 entreprises, PME et ETI, sur ce qui les motive dans leur aventure. Alors, David Pouyanne, quelle place ces entrepreneurs donnent-ils au social et à l'environnemental? Ah, vous allez directement à la conclusion. Oui. Bon, en 2 mots, je suis un entrepreneur et je préside Réseau Entreprendre. Vous l'avez dit, si vous permettez, préciser que le Réseau Entreprendre, c'est un mouvement national d'abord de 5000 chefs d'entreprise qui donnent de leur temps et de leur argent en vue d'accompagner des jeunes, enfin des jeunes, pas forcément jeunes, mais enfin des créateurs et des repreneurs d'entreprises partout sur le territoire et dans les dom-toms. Une fois que j'ai dit ça, j'ai envie de vous dire que les 5000 membres qui sont ainsi au contact quotidien de créateurs sont par nature engagés. Le simple fait, finalement, d'adhérer à une association qui a un objectif citoyen. Alors j'ai dit 5000 membres parce qu'il y en a 5000 qui aident et il y a 5000 qui sont aidés. Donc c'est pour ça que j'avais dit 10 000 au départ. Oui, il y a 10 11 000, 5 000 membres actifs et 5 6 000 lauréats et anciens lauréats. C'est-à-dire anciens créateurs ou créateurs. Alors l'enquête.
Oui, donc ça fait 27 ans qu'on existe et on vit depuis 27 ans avec les mêmes valeurs, qui sont des valeurs assez classiques pour une association citoyenne, hein, l'homme ou la femme en premier, la gratuité, c'est-à-dire le caractère désintéressé de l'action de nos membres auprès de nos jeunes créateurs et repreneurs, et puis également une autre valeur qui est la réciprocité, c'est-à-dire une fois qu'on a reçu, eh bien on donne. Et une fois qu'on a donné, on reçoit. Ça paraît assez logique, mais c'est inscrit très fortement dans nos gènes. Et donc 27 ans avec les mêmes valeurs, on avait envie de bûcher un petit peu, de réviser un petit peu ces valeurs et voir qui nous étions, nous, les membres et les lauréats de Réseau Entreprendre, en ce début du XXIe siècle. Donc on a mené une enquête auprès de 10 000, à la fois nos membres et nos lauréats. On a eu un taux de réponse d'une 30%, ce qui est pas mal, semble-t-il, d'après ce que nous ont dit l'Institut de sondage. C'est d'autant plus pas mal que c'était quand même 40 minutes le temps de réponse de ce questionnaire sur Internet. Et qu'est-ce qu'il en ressort ? Il en ressort que fondamentalement, on est engagé, comme je vous l'ai dit, et que les 10 000 chefs d'entreprise que nous représentons pensent d'abord économique, puis social, puis sociétal, puis environnemental. Dans cet ordre et de manière très marquée. Certains, tous sont dans l'économique, la plupart sont dans le social, mais à condition qu'ils ne soient pas créés très récemment. Ensuite, en fonction de l'évolution, plus l'entreprise grandit, plus on va vers le sociétal, les préoccupations sociétales, et ensuite et seulement les préoccupations environnementales. Donc plus on est vieux, plus on se préoccupe de l'environnement, quoi. Plus on est gros ou grand, plus on a d'expérience ou qu'on a une taille un peu significative, plus exactement. Alors ça n'a rien de très étonnant. Intuitivement, on est nombreux à se dire que c'est assez logique, mais en tout cas, cette enquête le démontre. Et chez nous, chez nos membres et nos lauréats, il y a une autre préoccupation. Enfin, cette préoccupation, malgré tout, économique, sociétale et environnementale, elle est présente dès le début. Alors, bon, il y a beaucoup d'autres enseignements de cette enquête, mais qui sont moins intéressants ici. Ce que je voulais juste vous dire, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est que on va faire deux petites choses suite à cette enquête. La première, c'est faire un livre blanc plutôt pour nous, pour que tout le monde se retrouve dans la manière dont on se définit aujourd'hui, nous, les entrepreneurs engagés de Réseau Entreprendre. Donc c'est effectivement un moyen de réviser nos valeurs qui ont 27 ans. Et puis, la deuxième chose qu'on va faire, je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, la deuxième chose qu'on va faire, on va rester sur la première. Voilà, restons sur la première, mais ça vient, le temps que vous la retrouviez, je voulais juste préciser que le Réseau Entreprendre, c'est un système finalement qui permet à des entreprises établies de parrainer des entreprises naissantes et donc de les aider. C'est une forme de tutorat. Et en plus, il y a un système de concours qui permet de récolter un peu quelques fonds pour démarrer. De prêts d'honneur sans intérêt, sans garantie, qui sont accordés à titre personnel aux créateurs ou aux repreneurs pour qu'ils amènent ça en compte courant d'associés ou en fonds propres dans leur entreprise. D'accord. Voilà. Alors on reparlera après du réseau et si vous avez des questions, évidemment, on les prendra. Je me tourne vers Florence Gilbert. Bonjour. Alors vous avez créé, vous, en 1998, l'association Voiture & Co. Alors Voiture & Co, évidemment, tout de suite, on se dit encore un site de covoiturage. Eh bien non, c'est beaucoup plus que ça. C'est promouvoir la mobilité comme facteur d'intégration sociale. Alors c'est un si gros enjeu que ça, la mobilité ? Ah oui. Alors effectivement, ça ne me choque pas votre question, puisque souvent c'est un enjeu qui est sous-estimé de la part des collectivités et même de chacun d'entre nous. La mobilité sociale, aujourd'hui, c'est 7 millions de personnes qui sont en difficulté de mobilité tous les jours, 20% de la population active qui a des difficultés à se déplacer, soit pour aller au travail, soit même pour son insertion sociale. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de transport, ou ils habitent loin, ou
leur La boulot situation la plus effectivement facile comme ça qui nous vient à l'esprit, c'est de ne pas avoir de moyens de transport, mais il peut y avoir des problèmes cognitifs, il peut y avoir des problèmes psychologiques, il peut y avoir des problèmes matériels mais plutôt physiques. Donc la mobilité, c'est beaucoup plus qu'un moyen, que le permis de conduire ou la voiture. Donc la mobilité ou l'immobilité, on pourrait dire, c'est un frein pour trouver du travail. C'est le premier frein au retour à l'emploi, effectivement. Et donc Voiture Éco, pour répondre à cet enjeu qui est phare, a développé des plateformes de mobilité. Donc c'est des lieux physiques où on reçoit des demandeurs d'emploi et pour comprendre quelles sont leurs difficultés qui les amènent à ne pas pouvoir se déplacer pour trouver un emploi. Et donc ça peut être un problème cognitif, donc on va être dans la formation, on a des auto-écoles sociales chez Voiture Éco, on a des formations vélo, des formations à l'ère de mobilité. On a également des moyens de transport, donc on a des minibus, des chauffeurs qui nous permettent de permettre à des gens d'aller au travail le matin dans des zones d'activité qui sont généralement inaccessibles ou à des horaires inaccessibles. On a des locations de voitures peu chères, des locations de scooters peu chères. Bon, l'ambition, c'est vraiment d'accompagner vers le meilleur mode et en essayant de passer par toutes les rubriques qui vont nous permettre d'amener vers une mobilité durable et autonome. Alors, je crois même, vous m'avez dit que vous aviez carrément des auto-écoles ? On a aujourd'hui chez Voiture Éco des auto-écoles sociales. Donc évidemment sur des territoires où il n'y avait pas d'auto-école, où il n'y avait pas d'auto-école sociale. C'est une auto-école sociale, c'est une pédagogie différenciée en fonction du public et économiquement une aide pour des personnes qui seraient en difficulté pour pouvoir passer leur permis de conduire. Alors en quelques chiffres, aujourd'hui, donc Voiture & Co, c'est combien de personnes réparties sur le territoire, dans combien de... Alors j'espère que je n'ai pas de salariés dans la salle parce que ça change tous les jours. On a aujourd'hui 15 plateformes de mobilité, on a plus de 80 salariés. 80 salariés, 15 plateformes dans 15 régions différentes alors dans 13 départements différents. 13 départements. Voilà. Ouais. Donc, des plateformes dans le Gers, on a des plateformes sur des territoires à Marseille, à La Ciotat. Je ne vais pas tous les citer, mais l'ambition, c'est d'avoir des plateformes sur des territoires urbains, périurbains et ruraux, puisque ce n'est pas la même problématique, ce n'est pas les mêmes propositions de solutions. Et donc, l'ambition, c'est l'ambition d'une association, c'est de montrer le chemin vers les dispositifs qu'on doit développer sur ces territoires pour aider les personnes en difficulté à se déplacer. Alors, dernière question, quel est le modèle économique de tout ça, finalement? Comment vous arrivez à financer une structure qui maintenant est très grosse? Très grosse. Énorme. Énorme. On a deux business models qui se télescopent. Un business model purement associatif pour le développement de l'association. Donc on est financé par subvention, par des ministères, par des entreprises, par le biais du mécénat. Puis parallèlement, on a le business model des plateformes de mobilité qui est intégralement local. Et donc ça va être toutes les strates évidemment des financements publics, donc on travaille avec la région, on travaille avec le Conseil général. L'ambition de ça, c'est pas d'avoir des subventions dans tous les... C'est vraiment de réunir autour d'une problématique qui est la mobilité sociale tous les acteurs d'un territoire. Et on va travailler évidemment avec les entreprises sur le territoire. Donc vous allez me dire l'insertion professionnelle, bah oui, tout ça, ça va ensemble. Et c'est aussi l'insertion sociale. Et c'est surtout aujourd'hui l'ambition d'accompagner des personnes qui sont demandeurs d'emploi, qui sont salariés précaires, et de leur permettre de ne pas rentrer dans des circuits de demandeurs d'emploi à cause de la voiture. Il faut savoir que la mobilité est vraiment un frein et même un enjeu de perdre son emploi. Donc très important aujourd'hui. Je crois que vous me disiez qu'il y avait à peu près 20% de la population française active qui a des problèmes de mobilité. J'ai commencé par ce chiffre parce que je trouve que c'est super fort. Aujourd'hui, on a 7 millions de personnes en France qui sont en difficulté de mobilité sur un territoire comme le nôtre. Je pense que ça questionne. Tout à fait. Alors ça questionne, donc vous aurez des questions. Je me tourne vers Hélène de la Mouraire. Alors bonjour, vous êtes un peu une fille de pub. Vous avez travaillé pendant 10 ans dans des agences événementielles, avant de créer en 2006 la société
Bilum. Bilum. Alors on dit les deux parce que c'est un nom qui vient de Papouasie. Moi j'ai toujours dit Bilum et là-bas ils disent Bilum. En Papouasie, on dit dire Bilum, les deux. donc on va faire à la Papou. En tout cas, c'est un sac ancestral. Voilà. Donc, Et ça- alors, cette société Bilum, elle se propose de recycler des bâches publicitaires, vous savez, les immenses bâches qui dégringolent du haut des immeubles. Pour faire quoi? Pour faire des sacs et accessoires. En fait, Bilum est une petite maison de création qui travaille et qui propose donc des sacs et des accessoires et qui, 8 ans après aujourd'hui, propose 4 collections suivant les matières que l'on travaille. Donc on est sorti aussi de la bâche publicitaire et qui couvre une trentaine de modèles. Je ne peux pas m'empêcher quand même de vous en montrer quelques-uns. Je suis Voilà, obligée. alors ça, on se On n'est déguise. pas devant les galeries Lafayette, mais il n'est pas Voilà. à vendre. Là, par exemple, vous avez un sac qui est issu d'un extrait de la bâche de l'exposition Monet, qui est au Grand Palais, bâche qui sinon aurait été malheureusement probablement détruite. Et ce sac a été confectionné, et j'en viens à l'un des premiers fondements de Bilum, a été confectionné en France et même à 10 km de Paris par un atelier ESAT. Mais je vous en prie, C'est un sac le mixte. Paris Fashion Show. Ouais. Donc une trentaine de modèles qui vont du sac ordinateur au sac de voyage, qui vont d'une trousse de maquillage à une trousse pour les écouteurs ou ordinateurs, etc. Aujourd'hui, on a donc ce premier fondement qui est le Made in France, et le deuxième fondement, c'est toutes les matières que l'on travaille sont des matières qui sont normalement vouées à l'élimination. C'est-à-dire que j'ai effectivement lancé Bilum avec les bâches publicitaires puisque c'était mon métier et je connaissais bien ce milieu. Et c'est ça d'ailleurs qui m'a lancé dans l'aventure, c'est que rien ne se faisait par rapport à cette matière, puisqu'on parlait chiffres. Rien qu'à Paris, il y a 200 000 mètres carrés de bâches chaque année qui sont utilisées. Une bâche, ça fait quoi? Ça fait 200 mètres carrés? Ça va de 25 mètres carrés pour la bâche de la grande épicerie de Paris que l'on récupère systématiquement à 1000 mètres carrés, 700 mètres carrés pour certaines bâches du périphérique parisien. C'est une matière extrêmement solide qui se travaille finalement comme un cuir, ce qui là pour le coup est un peu problématique puisque ça nous a obligés à travailler avec des ateliers qui travaillent le cuir, mais ce qui du coup nous a aussi obligés à travailler un produit vraiment de qualité puisque c'est un produit qui coûte cher à fabriquer. Donc c'est un produit sur lequel on est extrêmement attentif sur les moindres finitions, sur les accessoires que l'on travaille. Les accessoires sont fabriqués en France ou en Italie pour les fermetures éclairs ou les boucles. Donc on va assez loin dans le modèle. Et les sangles sont faites Alors les sangles, c'est là que c'est ouvert aussi justement c'est magnifique ce que les matières illuminées regorgent d'innovation. La anse, ou en tout cas de possible et de créativité. La anse est une ceinture de sécurité de voiture récupérée. Et là, donc, on a commencé avec les bâches publicitaires et les ceintures de sécurité récupérées. Et petit à petit, on a commencé à travailler d'autres matières, à se rapprocher d'entreprises pour leur dire « Halte là, vous avez des matières sublimes qui peuvent même devenir l'héritage de votre patrimoine de votre entreprise parce que c'est une matière sublime, soit parce qu'elle est emblématique, soit parce qu'elle est extrêmement esthétique. » Et on a des entreprises qui nous appellent, le Club Med par exemple nous a appelé pour qu'on retravaille toutes les voiles du Club Med 2 qui sont changées assez régulièrement. Un autre exemple que j'ai ramené, parce que ça c'était vraiment un petit clin d'œil qui a été assez intéressant à travailler, c'est un gilet de sauvetage Air France. Donc les gilets de sauvetage sont jetés tous les 3 ans et c'est une matière très solide et surtout le graphisme est très ludique et sympathique. Donc c'est un petit produit qu'on a proposé à Air France. Voilà, pour tout savoir comment attacher son gilet de sauvetage, c'est très pratique. Voilà, sur la trousse. Cet été, on a travaillé les maillots du PSG en trousse et accessoires de la même façon. On a récupéré les rideaux en toile de Jouy de l'hôtel Prince de Galles qui était en pleine rénovation. C'est l'accessoire de mode à partir de matériaux recyclés, on peut dire. Voilà, l'accessoire de mode de qualité, ça c'est vraiment important à partir de matières. Et des matières qui sont difficiles à recycler parce que le PVC, c'est évidemment avant votre intervention, si j'ose dire, ces bâches, elles étaient incinérées en fait. Alors, en parallèle de Bilum, il y a une société qui aujourd'hui recycle les bâches, c'est-à-dire en Italie, il y a une société qui le recycle, mais elles repartent dans un circuit de recyclage, alors que nous, on les récupère telles quelles,
On choisit les morceaux et on les transforme. Mais c'est vrai qu'on récupère des matières qui sont parfois difficiles à traiter. Là, dernièrement, on a lancé une collection en airbag et ceinture de sécurité de voiture. L'airbag est une matière fantastique qui à l'origine été créée par la NASA. C'était les parachutes des capsules spatiales et qui est actuellement en vente d'ailleurs à l'atelier Renault. On a travaillé une gamme dédiée pour eux dans le cadre de l'exposition Colors. Alors très rapidement, votre modèle économique, combien de sources de revenus? Combien de sources de revenus? Oui, vous me disiez, vous aviez 3 sources de revenus, vous le vendez aux particuliers? Alors, on vend en particulier via des points de vente qui nous distribuent. Donc, je vous parlais de l'atelier Renault sur les Champs-Élysées ou d'autres points de vente qui nous... Et sur votre site internet? Et sur notre site internet, donc pour toute une proposition pour le grand public. Et on travaille également pour le B2B. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Là, on travaille vraiment le patrimoine des entreprises à travers leur propre matière. C'est ça. Donc, vous me disiez par exemple que Guerlain, finalement, vous avez fait des sacs avec leurs bâches et ensuite, eux, ils les ont récupérés, ils en ont fait des cadeaux d'entreprise. Alors, ils les ont vendus au profit d'une association en Seine-Saint-Denis de création. Des collections limitées. Voilà. Et là, on est à la 3e bâche récupérée pour Guerlain. Enfin, on travaille beaucoup avec des entreprises qui nous confient de plus en plus de matière en fidélisation. Mais un dernier chiffre, pardon. Ouais. Aujourd'hui, 7 ans après, on a réalisé quasiment 40 000 pièces et nous avons transformé et sauvé des flammes, entre guillemets, plus de 25 000 mètres carrés de matière. D'accord. Et vous avez combien de personnes dans l'entreprise? Alors, interne et externe, Bilom concerne une 20aine de personnes. Externe, c'est-à-dire avec les ateliers? Avec les ateliers, on travaille avec 7 ateliers français. Qui sont aussi des ateliers de réinsertion, certains? Alors, sur les 7 ateliers, nous avons 4 ateliers d'ESAT, établissement et services d'aide par le travail qui accueille des personnes handicapées, et un atelier, une entreprise d'insertion sociale et 2 ateliers privés. D'accord, très bien. Merci. Alors, Emmanuel de la Ville, c'est à vous. Donc, bonjour. Vous êtes un financier, un vrai. Vous avez passé 10 ans dans la banque anglaise. Ça, c'est un vrai financier. Et puis, un jour, vous rentrez en France et vous décidez que c'est fini. Alors, vous fondez Eti Finance, une agence d'évaluation de sociétés non financières à destination des investisseurs. Alors, vous voulez dire que maintenant, il y a une demande des investisseurs financiers pour de la notation éthique? Bonjour. Une toute petite minorité aujourd'hui, mais qui grandit. Oui. Donc voilà, c'est pas... Il y a 10 ans, lorsqu'on demandait à une entreprise ce qu'elle faisait en matière d'éthique ou de développement durable, on vous regardait de biais, de travers, en se disant... ce type-là, il a fait sa crise, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, tout le monde vous répond à un discours sur la RSE. Et bien, de la même manière, vous voyez dans la finance que une petite minorité est en train de d'irriguer l'ensemble de la finance et de dire il y a autre chose que le bilan, le compte de résultats. Derrière ça, il y a des hommes et des femmes. Derrière ça, et rien de nouveau sous le soleil, hein. Absolument rien de neuf. La seule chose, c'est que la crise est passée par là et qu'on est en train de se dire que les chiffres ne suffisent plus à bien appréhender une entreprise. Donc il faut aller au-delà, il faut voir comment sont gérées les équipes, comment sont organisés les pouvoirs au sein de l'entreprise, qu'on appelle gouvernance. Voilà. Donc tous ces enjeux-là, on les évalue et on les met à la disposition des investisseurs. Alors quel type de société vous évaluez? Ou vous avez évalué d'ailleurs. Vous en avez évalué combien depuis votre Depuis 10 lancement? ans, on en a évalué à raison de 200 ou 300 par an. Ouais, ça doit faire 3000 boîtes. D'accord. 3000 boîtes. Des boîtes d'abord cotées, des entreprises cotées, mais ça ne veut rien dire cotées en termes de taille. Vous n'évaluez pas des entreprises du CAC 40 quand même? On peut. Si on nous demande d'évaluer Danone, on le fera, mais on est plutôt PME, ETI, entreprises cotées, comme je disais, et non cotées, puisque maintenant... Oui, ça c'est pour les investisseurs, en fait. Cotés, c'est évidemment pour ceux qui achètent des actions sur le marché, et puis les non cotés, parce que parfois il y a des appels au marché, enfin des appels privés, quoi. Et non, vous avez des investisseurs, des financiers qui investissent dans des entreprises non cotées. Voilà. Donc ce qu'on appelle du capital investissement. Et donc avant d'investir dans une entreprise, ils vont vouloir s'assurer sur le plan
humain, sur le plan social, gestion du capital humain, en gouvernance, en gestion des risques environnementaux, eh bien, sont des gens à peu près clean, enfin pas trop... Enfin, ils sont lessivables. Voilà. D'accord. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des investisseurs qui commencent à avoir aussi des fonds éthiques, c'est-à-dire à avoir une branche spécialisée dans lesquelles ils font de l'investissement dit éthique, entre guillemets? Alors, il y a 10 ans, il y avait moins de 1 milliard d'euros investis sur ce genre de fonds qu'on appelle éthique ou socialement responsable. 1 milliard d'euros. Oui, mais c'est du stock. En France, en France. En France, d'accord. On parle d'encours. Donc c'est un stock d'argent investi dans des fonds financiers. Donc il y avait 1 milliard dit éthique ou socialement responsable. Aujourd'hui, on est à 150 milliards. Donc on peut dire que c'est énormissime, c'est merveilleux. C'est bien, hein, c'est une belle avancée. Mais il faut comparer ça aux 2000 milliards investis dans des fonds en France. Donc, pour répondre à votre question, 5%. Voilà. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Voilà, c'est vachement bien, puisqu'il y avait zéro il y a quelques années. Donc oui, l'éthique, tout ce qui est socialement responsable, intéresse et je suis confiant, c'est un mouvement pérenne. D'accord. Merci Emmanuel. Alors, on va passer le micro à Jean-Dominique Siegel. Jean-Dominique, bonjour. Vous êtes un homme de presse, hein, je dirais un financier, un vrai, un homme de presse, un vrai. Votre père avait fondé VSD et puis avec votre frère François, vous avez créé en 2012 un journal magazine vendu en librairie. Les spécialistes appellent ça un MOOC, Magazine Book, qui s'appelle Oui Demain. On a peut-être vu, c'est un très joli magazine qui est à l'entrée ici, et qui entend se développer sur les nouvelles valeurs de l'après-crise. Ça, je mets des guillemets. Alors, investir dans un magazine papier aujourd'hui, c'est quand même déjà un pari un peu fou, non? Oui, bonjour, pardon. C'est un pari un peu fou, mais à la base, c'est parti d'une envie de faire un nouveau magazine donc, qui s'est transformé en revue de manière très rapide. Quand il y a eu la crise de 2008 et la chute de Lehman Brothers, ce qui s'est dit ce matin, c'est-à-dire que ce n'était pas une crise mais une mutation, on l'a senti et on s'est dit avec mon frère qu'à chaque fois qu'il y avait une mutation de société, il y avait un nouveau média qui arrivait pour porter ses valeurs. On a eu la chance, comme vous venez de le dire, nous, d'accompagner la naissance de VSD, qui a accompagné la Société des loisirs. Mais après, quand on a un peu normé ça, pour ceux qui peuvent s'en souvenir actuels, apporter la contre-culture en France, Wired aux États-Unis, la Société Internet. Donc on s'est dit, on va sortir une nouvelle revue qui va porter les valeurs de la société de demain et raconter, ce qui peut correspondre au débat d'aujourd'hui, ces acteurs du changement. Et on a essayé de faire un prisme à 360 dans tous les domaines et on s'est aperçu qu'il y avait une énergie absolument folle et que cette énergie nous a donné d'abord nous beaucoup d'énergie à l'intérieur de notre propre société, parce que c'est vrai que quand je dirige une petite entreprise de presse indépendante et que c'est compliqué quand les ventes sont moins bonnes que le mois d'avant et qu'en permanence on est à gérer des choses difficiles, de l'énergie que ça a pu donner, de l'énergie de vous rencontrer tous et d'essayer de raconter vos aventures. Et si on essaye de faire ça avec Oui Demain, on tourne un peu autour de ce modèle-là, c'est-à-dire on est parti sur le MOOC, alors pas par envie première, c'est parce que nous on savait le financer, notre entreprise savait financer un trimestriel et un MOOC, débarrer en magazine, c'est-à-dire 10 numéros par an, c'est un budget qu'on ne savait pas financer, et j'ai même pas cherché à aller voir un financier parce qu'il m'aurait dit non. Donc toutes les... Hein oui. C'est combien en investissement de départ pour lancer un magazine en librairie comme ça? Un MOOC ou comme le vôtre, oui. 300 000 euros. Il faut 300 000 euros pour partir. Ouais. Et ça, on savait financer, nous. D'accord. Donc c'est un trimestriel. C'est un trimestriel, oui. Et alors l'idée éditoriale qui justifie finalement le fait que vous soyez un peu ici aussi, à part le fait que lancer un journal aujourd'hui, c'est vraiment être un entrepreneur d'avenir, ça on l'a compris, mais à part ça, finalement, votre propos éditorial lui-même, c'est aussi un peu positionné sur... oui, je veux dire, moi je ne veux pas revendiquer de présence sur les RSE ou autre. Je crois que ce qui est important, c'est qu'on puisse
être des acteurs du changement et accompagner. J'ai été très surpris quand on a lancé Oui Demain de rencontrer un certain nombre d'entreprises et des chefs d'entreprise assez importants avant, donc dans ma vie professionnelle passée, que ce soit à VSD ou quand on a fait un magazine qui s'appelait Le Monde 2 qu'on avait créé. Quand j'allais voir des gros annonceurs, j'avais une relation assez binaire. Je négociais en début d'année 10, 20, 30, 40 pages à l'année. On faisait des accords publicitaires. En tant qu'éditeur, j'y allais. Là, je me suis retrouvé face à des patrons qui portaient ces valeurs-là et qui m'ont dit d'abord, on va vous aider. Et je ne sors pas d'un rendez-vous sans qu'ils me donnent un rendez-vous. Allez voir un tel de ma part. Ça m'a... Et donc, je pense que la fonction... Qu'est-ce qui a accroché ? Je pense qu'on s'est retrouvé sur un certain nombre de chefs d'entreprise de très grosses sociétés qui avaient le sentiment qu'ils avaient réussi leur vie, mais qu'ils n'avaient pas réussi à faire passer qu'on était dans l'urgence et qu'il fallait changer de modèle. Et peut-être ils espéraient qu'à travers Oui Demain, on allait réussir à créer des déclics. On ne les a pas tous réussis, puisqu'en même temps, on court à obtenir une émission de radio, parce qu'on pense que ça serait une formidable émission de radio d'énergie. On cherche absolument à avoir une nuit sur une radio pour faire vivre demain. Raconter la nuit, tous ces gens qui ont de l'énergie. On n'y arrivera pas, on va peut-être y arriver. Mon frère tient une chronique sur Info. On essaye ces choses-là. Mais on sent bien l'énergie qu'il y a partout. Et c'est vrai que c'est un de nos anciens journalistes qui nous amène pas mal d'articles. Un jour, nous a dit ah ben ça y est, vous êtes tombé dedans, vous ne reviendrez plus en arrière. Et c'est vrai on a du mal à revenir en arrière et que Oui Demain donne une énorme énergie à une entreprise de presse aujourd'hui. Très bien. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Dernier invité, Gilbert Béringer. Bonjour. Alors, vous, on change vraiment totalement d'univers. Hein. On part dans le sud-est de la France, à Gap, dans les Hautes-Alpes. Vous avez fondé là-bas une PME spécialisée dans les freins pour avions. Et en 2006, avec quelques confrères entrepreneurs, vous avez décidé de créer un label éthique appelé Made in Respect. Alors, pourquoi ? Il paraît que c'est à cause des Japonais. Racontez. Oui, alors bonjour. Donc en fait, l'idée elle vient de nos clients japonais. À l'époque, en 2006, on livrait énormément de pièces au Japon. Et les Japonais ont une conception un petit peu différente de nous occidentaux des produits. Pour un Japonais, la manière dont est fabriqué le produit est au moins aussi importante que le produit par lui-même. Alors, pour bien comprendre ça, on peut prendre l'exemple entre la différence entre nos restaurants et les restaurants japonais. Donc chez nous, on a un restaurant, on vous amène un joli plat, mais vous ne savez pas comment il est fabriqué. Un restaurant japonais, vous voyez le cuisinier qui est en train de cuisiner votre plat. Vous voyez, il va pêcher le poisson dans l'aquarium, il le découpe devant vos yeux, et puis c'est leur manière d'apprécier les produits. Donc nous, on s'est dit, il faut qu'on arrive à trouver un outil de communication pour montrer à nos clients japonais que nous, on fait les choses bien. On a des ouvriers en France qui travaillent bien, on fait de la qualité, on a plaisir à faire des belles pièces. Donc on s'est mis à la recherche d'un label qui aurait pu démontrer cette manière de faire, ces bonnes pratiques. On ne l'a pas trouvé. Donc on a dit, on va le créer, ce label. On va le créer. Et donc on s'est groupé avec deux autres amis qui sont aussi des chefs d'entreprise. Et puis on a dit, on va créer un label Made in Respect. On va faire un cahier des charges qui va définir la manière dont sont produits ces produits. Et on va pouvoir contrôler et délivrer un label. Donc, on a pris exemple aussi sur le développement des labels bio qui marchent très bien. Donc, par exemple, si vous allez dans un supermarché, vous avez le choix du café, vous avez un choix terrible. Vous avez un choix entre du café commerce équitable, du café bio, du café artisan du monde. Donc, suivant vos aspirations, vos critères de choix, vous allez prendre un café ou un autre. Par contre, quand vous passez au rayon cafetière, là, vous n'avez plus le choix, en fait. Vous ne savez pas où elles sont fabriquées, ces cafetières. Probablement, il y en a qui sont faites par des enfants, il y en a qui sont faites avec des produits toxiques qui vont rémaner des solvants dans l'eau du café. Ça, il n'y a aucune garantie.
Donc nous, on s'est dit, il faut absolument qu'on crée un label qui puisse être un critère de choix pour les produits manufacturés, un petit peu comme on fait pour l'alimentation. Alors ça, c'est le bio du produit manufacturé, quoi. Le bio du frein carbone, quoi. Voilà, exactement. Oui. Alors, bon, ça c'est bien beau, on comprend votre partie de prix de départ, mais enfin, vous n'êtes pas un professionnel de la certification, vous êtes un petit entrepreneur assez loin de Paris. Alors comment vous avez lancé la machine et qu'est-ce qui vous a permis ensuite de pouvoir élargir et populariser ce label? Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un label qui a été créé par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. C'est-à-dire que nous, on a voulu ce label pragmatique, facile à utiliser, facile à auditer. Ce label, c'est un outil de mesure, puis c'est un outil de communication. Et en plus, il fallait que ça soit pas trop cher, parce qu'on s'adresse à des PME, on a même dans nos labellisés des artisans. Donc il fallait qu'ils soient adaptés à des toutes petites structures. Donc là, si vous voulez, donc on a un cahier des charges avec une trentaine de questions qui couvrent des domaines très larges. Ça va de l'environnement au respect de l'Organisation internationale du travail en ce qui concerne donc les employés. On a des questions sur l'éthique aussi. Donc, et donc là, actuellement, c'est EcoCert donc, qui fait le travail d'audit et de labellisation. D'accord. Donc la grande organisation de certification, EcoCert, donc, qui travaille aussi sur le bio, enfin sur beaucoup d'autres choses. Et donc c'est eux qui vous avez donné votre cahier des charges en quelque sorte, et c'est eux qui font la vérification dans les entreprises qui demandent à avoir ce label. Voilà, donc EcoCert ont tout un ensemble d'auditeurs qui sont professionnels, compétents, et qui vont vérifier la compatibilité du cahier des charges avec l'entreprise qu'ils vont auditer. Alors combien d'entreprises vous avez audité, ou plutôt qui ont le label à ce jour? Alors actuellement, il y a une vingtaine d'entreprises qui sont labellisées, et puis environ 80 qui sont adhérents, donc qui sont en voie de labellisation. Voilà, en voie, oui. D'accord. Et quelle taille des entreprises? Ça va de l'artisan à la société de 200 personnes. Au-delà, ça va être... On va dire que notre outil n'est pas forcément adapté à des sociétés qui sont plus grosses que 200 personnes. Voilà, vous, c'est quand même, en quelque sorte, c'est un peu un label, entre guillemets, d'artisan que vous voulez promouvoir. Quand vous parlez des Japonais, justement, c'est un peu le mythe de l'artisan qui fait bien son travail, etc. Donc c'est le lien entre l'artisan et l'industriel. Le respect du savoir-faire et du bon travail, c'est important dans le label. Oui. Et vous m'aviez dit que vous aviez une entreprise labellisée où il n'y avait qu'une seule personne, c'est ça? Voilà, on a un artisan qui fabrique des pulls en laine de pays. Donc lui, c'est le bon exemple. Vraiment, il se sert du label comme outil de promotion. Ça permet de rassurer ses clients. Donc les clients, quand ils achètent le pull en laine de pays, donc c'est des moutons qui sont dans le Limousin, c'est filé et tricoté par des petites entreprises dans le forêt, et puis lui fait la coupe et l'assemblage. Et donc les pulls, ils vont sortir avec l'étiquette Made in Respect en disant voilà, ce pull a été fait dans telles conditions, et c'est vraiment le bon usage du label. Et celle de 200 personnes, elle fait quoi? Alors elle fait des chaussettes. Du pull à la chaussette, remarque, ça va, on reste dans le tricotage. Bien. Alors, voilà, on a présenté un petit peu, vous voyez, c'est des expériences très différentes, c'est assez hétéroclite, à la fois dans géographiquement et puis dans les disciplines et les expériences. Donc maintenant, je vous propose, alors je suppose qu'il doit y avoir des micros qui circulent, je ne sais pas très bien comment ça se passe. C'est à vous d'intervenir. Qui a envie de poser une question? Voilà, il y a déjà une question qui se pose là-bas. Alors voilà, il y a un micro qui arrive en courant, ce qui est toujours pratique. Voilà, donc il y a... Merci, bonjour.
Bonjour, merci de vous présenter si vous pouvez. Merci. Oui, Valérie Taubois, je suis consultante en marketing et accessoirement aussi en RSE, ce qui est souvent difficile de concilier les deux. Et le témoignage de monsieur en dernier m'intéresse. J'aimerais savoir pourquoi vous avez choisi de développer un label alors qu'il existe un label Lucie pour les PME qui, me semble-t-il, fait un peu la même chose que votre label. Alors, allez-y, Lucie. Oui, donc Lucie, c'est un label qui est pas un label produit d'une part, c'est-à-dire que si vous fabriquez des cafetières, vous ne pouvez pas mettre un autocollant Lucie sur votre cafetière alors que vous pouvez mettre un autocollant Made in Respect. Donc ce n'est pas franchement un outil de vente, à une aide à la vente des produits respectueux, d'une part, et puis d'autre part, il ne faut pas nier le problème du coût. Hein. Nous, on a tout fait pour que le label Made in Respect reste un coût adapté aux PME. Hein. Combien Eh bien, un artisan, ça va lui coûter 300 € par an l'audit. Hein. Une PME de 10 personnes, c'est 600 €. Donc on est vraiment dans des prix qui sont très bien placés, quoi. Et pour 600 €, pour un coût de 600 € pour l'entreprise, moi qui vais acheter le produit en question, le pull en laine ou les chaussettes, je suis sûr que c'est vraiment fait dans les règles. Voilà, exactement. Et vous avez la garantie d'un groupe comme Ecocer qui va garantir la conformité au cahier des charges. D'accord. Et le cahier des charges, on peut le connaître. Et le cahier des charges, il est sur notre site internet. Vous pouvez le consulter. Ouais. D'accord. Bon, c'est clair. Alors, une autre question. Je vois pas. Ah oui, voilà. Merci. Je vous voyais pas. Ça marche pas, il y a un petit bouton, on tape dessus. Allô ? Oui, voilà. Bonjour, donc On Chiara Sammartino du label Lucie. Effectivement, moi j'avais une question à poser à messieurs, savoir combien de temps notamment les évaluateurs passent au sein de l'entreprise, parce qu'on a parlé des prix, alors il faut comparer ce qui est comparable. Effectivement, les prestations qu'AFNOR et Vigeo amènent au label Lucie dans le cadre de la labellisation comportent d'habitude plusieurs jours, à moins que ce soit vraiment une petite structure. Donc ça, c'est une question. Au-delà de ça, c'est vrai que le label Lucie n'est pas un label produit. Donc le référentiel a été créé à l'origine par Vigeo et aujourd'hui, il est aligné à la norme ISO 26000 et aux 7 questions centrales de la norme notamment. En revanche, on peut quand même utiliser les labels, mettons, sur un produit que le produit est issu d'une entreprise responsable qui suit les cahiers des charges du label Lucie et donc de la norme ISO 26000. Donc effectivement, on peut quand même communiquer dans ce sens, même si effectivement il s'agit plutôt d'un label des types management ou entreprise. C'est-à-dire que ça ne labellise pas un process de fabrication, par exemple. Exactement, mais par contre, dans la norme ISO 26000, on parle aussi de la manière dans laquelle on produit nos produits et nos offres de services éventuellement. Et donc effectivement, tout ça est pris en compte, bien évidemment, dans l'évaluation et dans la prise des engagements du label Lucie. Voilà. D'accord. Bon, eh bien, merci pour cette mise au point. Donc maintenant, on sait tout sur les différences entre les labels. D'ailleurs, combien de temps il faut pour avoir ce label avec votre système à partir du moment où je dépose mon dossier? Ça va se faire en quelques mois, hein, si vous êtes conforme en quelques mois. Et comme le label est délivré pour 1 an, donc il est dans le principe de l'amélioration continue, c'est-à-dire que la première fois, vous pouvez avoir quelques domaines qui ne sont pas très bien conformes au cahier des charges, et vous allez avoir un objectif de mise en conformité pour l'année suivante. Donc voilà, donc à chaque année, on pousse le bouchon un petit peu plus loin. Alors, monsieur là-bas, et puis après, il y a un monsieur au premier rang. Allez-y. Bonjour, je travaille avec 2 associations. L'une, c'est ORE, l'autre, c'est FAIR, Forum pour autres indicateurs de richesse. Et j'ai une question pour monsieur Denis Pouyanne. Vous avez dit, à la suite de cette enquête que vous avez faite, la majorité des PME, au moins, c'était sensible surtout dans l'ordre suivant, économique, social, sociétal et à la fin environnemental. La question que je pose, est-ce que cela ne vient pas au moins partiellement du fait que depuis 20 ans, on reste avec ce concept des 3 piliers,
les 3 piliers du développement durable qui sont économique, social et environnemental. Et ça n'a pas de sens parce que ça laisse supposer que ces 3 piliers peuvent être indépendants. Or, s'il n'y a pas d'environnement, autrement dit de la nature, il n'y a pas de société. S'il n'y a pas de société, il n'y a pas d'économie. Donc je pense qu'il faudrait revenir peut-être à un autre schéma, et je pense que le schéma proposé par René Passet, où on voit la biosphère et la société qui est ancrée dans la biosphère, ensuite l'économie qui est un produit de la société, est peut-être plus adéquate. Merci. David Pouillade. Écoutez, moi je ne sais pas si j'ai tellement à répondre. J'entends votre témoignage et il est riche. Je ne suis pas sûr d'avoir grand-chose à dire. Sauf peut-être que on est des entrepreneurs d'abord, avant tout, à raison d'entreprendre dans la pratique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les mentalités de nos entrepreneurs ne sont pas suffisamment avancées, évoluées, avant-gardistes ou précurseurs, je ne sais pas, pour mettre l'environnement, par exemple, comme la première des priorités. Alors, par contre, juste un truc, on cherche à travailler sur la preuve que l'efficacité globale de l'entreprise, elle vient bien de l'adéquation entre l'ensemble des critères. Hein. On essaie de travailler là-dessus et un de nos objectifs, c'est justement d'impulser une réflexion de nos créateurs et repreneurs d'entreprise sur ces problématiques sociales, environnementales, sociétales et éventuellement éthiques, pas éventuellement, et éthiques également, au même niveau que l'économique. Donc on va mettre en œuvre des processus pour aller vers là dans les prochaines années. Alors, dans les entreprises qui vous ont répondu, d'abord, est-ce qu'il y en a qui ont mis devant le social ou l'environnemental, je veux dire devant l'économique? Est-ce qu'il y en a? Et quelle proportion, par exemple, quelle proportion d'entreprises ont dit mon premier objectif, il est social, devant l'économique? Est-ce qu'il y en a? Je ne suis pas sûr qu'on ait mis le social devant. Par contre, nos entrepreneurs sont éminemment sociaux. Ils sont même sociaux par nature. Non, mais est-ce que vous en avez, dans vos 10 000, est-ce que vous en avez trouvé qui disent moi j'ai un objectif... Le social pour l'efficacité économique. Oui. La plupart pensent social, bien sûr. Pensent au bien-être de leurs salariés, pensent à la manière dont on peut faire en sorte qu'ils ne soient pas laissés sur le carreau, pensent à l'émergence des talents, à la manière de les promouvoir. Beaucoup sont quand même dans cette logique. Je pense très majoritairement. Je ne parle pas des résultats de l'enquête, je pense des pratiques. Je parle des pratiques là. Ensuite, oui, le social, mais comme outil d'efficacité au service de l'ensemble. Oui, c'est comme disait monsieur, tout est dans tout, et réciproquement. Alors, voilà, donc il y avait une question, monsieur, devant. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Alain Gross et je dirige une entreprise de communication à Bordeaux de 25 personnes. Et j'anime l'antenne bordelaise d'une association qui s'appelle les entreprises humaines. Et je reviens un petit peu en arrière, je suis désolé, mais par rapport au sujet acteur de changement, sur les histoires de labels ou de démarches Made in Respect, on est engagé depuis 4 ans dans une démarche AFAC 26000 qui est encore un autre process d'évaluation et qui est très dangereux comme acteur de changement parce que ça structure le changement dans l'entreprise et je suis le propriétaire à 60% du capital de la boîte et là on est en train d'écrire notre plan stratégique à 3 ans et poussé par les salariés, on va passer d'une entreprise capitalistique à une entreprise de type coopérative. Donc il faut être vigilant, c'est très dangereux de s'inscrire dans des démarches. Je plaisante un petit peu, c'est la provoque que je fais. C'est dangereux de se mettre dans des démarches de type de labellisation structurante, parce que c'est vraiment des manières de porter le changement dans l'entreprise. Mais quand je dis dangereux, c'est ironique. Ironique. D'accord. Ok. Et vous êtes en train donc de transformer votre entreprise en coopérative, c'est ça? On s'inscrit dans cette démarche-là, oui. Et vous vous êtes donné combien de temps pour le faire? 3 ans. 3 ans.
Et ça fait combien de temps que vous l'avez lancé? 3 ans. Donc c'est bon là. C'est fait. C'est en cours. D'accord. Une autre réaction? Oui, il y a une intervention là. Bonjour, Chloé Sibulka, porteur de projet. J'ai 2 questions. Une première question pour Emmanuel de la Ville. Donc je vois bien comment une agence de notation peut influencer les pratiques des entreprises, puisqu'elle note leurs actions, leurs stratégies, etc. Je me posais la question de comment une agence de notation amène le changement plus dans le secteur de la finance. Vous avez dit qu'effectivement, pour l'instant, l'investissement socialement responsable, c'est que 5%. Et c'est souvent très peu par rapport au reste du financement d'une banque. Donc voilà, comment on amène le changement dans la finance, dans le core business de la finance, qui est pour l'instant pas l'ISR. Et puis j'ai une deuxième question pour Madame Gilbert. Je sais que des entreprises mènent des actions d'aide à la mobilité pour les salariés, pour les recruter. Je pense notamment à Aéroport de Paris, puisqu'ils ont des fortes problématiques sur leur plateforme. La plupart de leurs salariés venant en véhicule et la plupart étant en horaire décalé. Donc je me posais la question de l'interaction avec les entreprises et du coup sur est-ce que la responsabilité elle n'est pas vraiment au sein des entreprises, c'est-à-dire au sein de l'employeur, de faciliter l'accès à son bassin d'emploi. Voilà, merci. Alors, Emmanuel, peut-être donc sur les... Non, on fait ça dans l'ordre. C'est vrai que vous m'avez dit on ne fait l'audit que des sociétés non financières. Alors, pourquoi vous ne faites pas d'audit de sociétés financières? Et puis après, pour répondre à cette question, effectivement, où en sont les sociétés financières dans ce domaine? J'ai dit... Vous pouvez remettre le film? J'ai pas dit ça. Alors, avec tout le respect que je vous dois, j'ai des notes. Monsieur Escande, je n'ai pas dit cela. J'ai dit qu'on évaluait toutes sortes de sociétés. Ça peut être des banques, des... Ah, vous pouvez... Des cimentiers, des assureurs, tout à fait. Des fonds de private equity. Oui, même. Non. Même. Donc on peut... Des hedge funds. Tout ce qui vit, nous pouvons l'évaluer. Je me propose de vous évaluer, d'ailleurs, si vous voulez bien. On ira après étudier la RSE de chaque individu. Non, mais sérieusement, la question est très bonne, donc je vais y répondre avec sérieux. La finance, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Ou bien vous vous dites que l'investissement socialement responsable, aujourd'hui, ne pèse que 5%, et donc il a échoué. Ou bien, et c'est la bonne nouvelle que je vous amène, si vous regardez les signataires des PRI, les PRI, c'est les principes pour l'investissement responsable. Je le dis parce que tout le monde ne le sait pas. Les PRI, c'est une initiative de l'ONU, 2006. 2006, c'est rien dans l'histoire de l'humanité, c'est que dalle. Eh bien, regardez le nombre de signataires, donc ce sont des financiers, qui disent les enjeux que couvre l'ISR, les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont tellement importants que je m'engage à les prendre de manière systématique à chaque fois que je vais investir, que ce soit dans un fonds, dans une entreprise. Voilà. Eh bien, les signataires des PRI représentent 20%, 1/5 de l'ensemble des capitalisations boursières mondiales. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un acteur sur 5, 1/5, qui ont pris en compte, avant d'investir, les enjeux environnementaux, socio-gouvernance. Avant 2006, c'était 0. Donc ce que je veux dire par là, l'ISR est peut-être petit, une minorité, et l'ISR irrigue déjà l'ensemble de la finance, puisque des financiers, je dirais, plus classiques ont signé, c'est un engagement, il n'y a pas de sanction, mais c'est déjà en soi probant. Et aujourd'hui, il faut que nous... Alors il y a deux moteurs. Pardon, je suis un peu long, Florence, 2 secondes. Deux moteurs pour faire avancer une finance plus responsable. Un, ce qu'on appelle les zinzins, les investisseurs institutionnels
qui sont des compagnies d'assurance, des mutuelles, des caisses de retraite. Ceux-là investissent massivement et il faut que ces gens-là se bougent et disent « je vais signer les PRI, je dois prendre en compte des enjeux environnementaux ou sociaux et pas simplement la performance financière ». Et deuxièmement, et c'est là où je dis, moi aussi, qu'on est tous responsables, si vous faites le test et vous faites le test ce soir ou demain auprès de votre agence et demandez un fonds d'épargne ISR à votre banquier, vous allez voir. Donc en d'autres termes, après le moteur, qu'on ait 10 € ou 1000 € à placer, on peut décider de le placer d'une manière ISR. Donc c'est à nous tous aussi de faire avancer cette finance responsable. Voilà, pardon pour la réponse un peu longue. Mais je vous en prie. Alors Florence, donc l'interaction entreprise et mobilité. Il y avait deux questions en fait en une. Il y avait le territoire du 95 et le travail avec effectivement, pourquoi pas Air France, et puis le travail avec les entreprises. Donc pour répondre à la première question, on a répondu présent. On a une plateforme à Sarcelles pour répondre justement aux problématiques de l'aéroport et des salariés de l'aéroport et surtout essayer de développer, travailler sur le développement économique du territoire pour permettre aux salariés de nos territoires du 95 et 93 de pouvoir venir travailler sur l'aéroport, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Donc on est évidemment d'accord avec vous sur le fait qu'il fallait une plateforme de mobilité sur ce territoire. Après, sur le travail avec les entreprises, est-ce que c'est les entreprises qui doivent être porteurs de la mobilité de leurs salariés? Oui, et c'est les plans de déplacement des entreprises qui ont été créés pour ça. Donc il y a les plans de déplacement qui ont été faits, donc les diagnostics. Il y a des entreprises qui ont été soumises à l'obligation de répondre à ce plan de déplacement. Et en fait, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est qu'elles ont été soumises à faire ce diagnostic, mais elles n'ont pas été soumises à en mettre les résultats, à mettre la préconisation en place. Donc nous, Voiture Éco, on essaye de travailler effectivement avec ces entreprises à développer la partie opérationnelle pour les publics qui sont en difficulté. Donc oui, aujourd'hui, ils sont un petit peu forcés à essayer d'aller sur cette thématique. Ce n'est pas les seuls acteurs. Je pense vraiment, moi je crois énormément au triptyque. Les collectivités, les entreprises et les associations. Je pense qu'ensemble, on peut réussir à faire une réponse coordonnée, intéressante du territoire. Quand on voit des entreprises qui développent des minibus pour leurs salariés le matin, trajet domicile-travail, c'est dommage que ça ne soit pas complètement coordonné avec ce qui existe dans la ville. Donc Voiture Éco est vraiment porteur de ça, d'essayer de travailler sur la mobilité du territoire et essayer de mettre en coordination, en quelque sorte, à la fois les opérateurs, à la fois les entreprises, à la fois les collectivités. Donc, pour répondre à votre sollicitation, oui, les entreprises, il faut qu'elles s'en emparent, mais pas seulement, et je pense qu'on est porteur justement d'une solution tous ensemble. Mais est-ce qu'il y a des entreprises qui vous sous-traitent le problème, c'est-à-dire qui finalement contractualisent avec vous, vous payent pour que vous résolviez les problèmes de mobilité de leurs employés ? Alors, comment dire, aujourd'hui, Voiture Éco ne travaille pas à la mobilité de tout le public d'une entreprise. On va travailler sur le public des personnes fragiles. Donc, oui, sur les publics des personnes fragiles, on travaille aujourd'hui, par exemple, avec Auchan, qui nous a mandatés pour répondre à la problématique des salariés précaires de leur magasin. Donc c'est souvent des salariés qui ne travaillent pas à temps plein, qui ont des horaires un peu compliqués. Exactement, des salariés qui ont des postes qui ne sont pas toujours très très simples, un petit peu pénibles, des salariés qui travaillent en horaire décalé, des salariés qui économiquement sont très fragiles. Et donc effectivement, notre travail avec ces salariés, c'est d'envisager une mobilité pérenne et surtout de leur permettre de pouvoir pérenniser leur emploi dans leur entreprise. Et vous avez d'autres partenariats avec des entreprises ? Alors, on a deux types de partenariats. On a les partenaires comme Auchan qui sont très innovants quelque part dans leur pratique de la mobilité de leurs salariés, puisque c'est encore très rare de voir des entreprises s'engager sur la mobilité des personnes fragiles. Et à côté de ça, on a nos partenaires, ceux qui nous soutiennent, comme Renault, comme Total, comme la Massif, avec lesquels on travaille à développer des plateformes de mobilité, donc sur les territoires où ils sont implantés, donc avec une volonté de développer des dispositifs de mobilité, mais de manière beaucoup plus large que s'arrêter uniquement à leurs salariés. D'accord. Merci. Alors, qui veut intervenir? Ah, monsieur. Alors, il y a un micro qui arrive. Oui, le micro arrive, il est là.
Allez-y. Oui, bonjour. Une petite réponse à la question. Effectivement, en franchissant la porte d'une banque traditionnelle, si on parle d'investissement socialement responsable, on risque d'avoir en face de soi un conseiller qui ouvre de grands yeux tout ronds. Je souhaite le préciser, sauf au crédit coopératif. Vous êtes banquier, non? Du crédit coopératif. D'accord. Et on finance aussi l'économie réelle et les porteurs de projets. Ouais. C'est une petite précision qui peut avoir du sens. Oui, alors quel est votre point de vue justement alors, sur l'investissement socialement responsable? Alors, Monsieur Delaville en a parlé, effectivement, puisque la progression a été exponentielle. La progression marque sans doute le pas. Charge à nous de réfléchir aujourd'hui, et je pense que Monsieur Delaville partagera mon point de vue, charge à nous d'accompagner le mouvement dans les nouvelles formes de solidarité. Ça veut dire que les outils que nous avons construits, nous ne sommes pas les seuls, on a été rattrapés, tant mieux, pourvu que ça dure. Je pense qu'il faut réfléchir à nouveau, j'avais presque parlé d'une forme d'ingénierie de la finance, donc à nous de suivre le mouvement et de construire de nouveaux outils. Que ce soit la première séquence, c'était des outils effectivement qui avaient vocation à soutenir des projets singulièrement effectivement dans l'univers du handicap ou de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique. Aujourd'hui, il y a sans doute de nouvelles formes de besoins, y compris dans le champ ordinaire des créations d'entreprises. Et le réseau Entreprendre peut nous alimenter sur de nouveaux besoins. Donc ça veut dire qu'il faut créer de nouveaux outils. Pour autant, le besoin de la part des épargnants reste, à mon sens, le même. Ça veut dire qu'il y a un champ exploratoire qui reste immense. Voilà. On ne les motive pas énormément peut-être à prendre ce genre de produit? Sans doute. On ne les motive pas, oui, mais en France, il n'y a que le côté fiscal. Quand on y motive, il faut absolument un avantage. Une carotte fiscale. Moi, c'est un appel que je lance à vous tous, mais je le fais avec tous les publics. Je pense que la première responsabilité, elle est individuelle. Toutes les banques ne se valent pas. Donc, remettez en cause votre banquier de la même manière que vous choisissez une lessive ou un autre produit. Donc, arrêtons d'être enchaînés avec nos banquiers. Je ne suis pas en train de taper sur le... Il se trouve que cette maison-là fait des trucs bien, mais il y a des... non, tout ne se vaut pas, c'est pas vrai. Et donc, notre premier devoir, en tant que citoyen, épargnant, et ça, je dis, quel que soit le fric qu'on ait 10 € ou 1000, on a le choix. Parce que vous demandez à un banquier, qu'est-ce qu'il fait de votre argent? Qu'est-ce qu'il fait de cet argent placé sur votre compte? C'est ça. Donc, on a une responsabilité individuelle. C'est ça aussi l'éthique, ça commence par soi. Et est-ce qu'il y a des systèmes de labels pour les grandes banques? Parce que moi, je veux bien changer de banque et choisir, mais finalement, si je leur pose la question, je ne suis pas certain qu'ils me répondront ou qu'ils me répondront à la bonne question. Est-ce que pour m'orienter vers des banques qui seraient peut-être plus éthiques que d'autres, est-ce qu'il y a des systèmes de notation qui existent? Il n'y a pas de notation publique aujourd'hui des banques sur le côté éthique ou RSE, quoique. Après ce panel, il se trouve que je vais voir des porteurs de projets, des jeunes qui lancent une start-up et qui veulent, eux, noter les banques d'un point de vue éthique et RSE. D'accord. Ouais. Bon, mais ça, c'est autre chose. Non, mais la première chose à faire, c'est aller auprès de votre banquier et de poser la question. Rien que poser la question, c'est déjà... Vous allez voir tout de suite la gestuelle et la réponse qu'il va vous apporter. C'est hilarant. Ah oui. Et avec ça, après, vous aurez d'autres personnes qui répondront avec une proposition de produit adéquate. Mais creuser, poser la question, c'est déjà un acte important en soi, je crois. D'accord, donc on retient la question, la leçon. Alors, monsieur, vous avez le micro? Allez-y. Oui, j'ai le micro. Oui, je voudrais enchérir sur cette thématique du financement. Je suis entrepreneur social, j'appartiens à un collectif qui est une coopérative d'activité et d'emploi, je dirais en SCOP. Et les SCOP, depuis quelques années, alors je ne suis pas spécialiste, mais ont la capacité de lever de l'épargne directement auprès des particuliers. Et je suis, moi, très actif dans cette entreprise où nous cherchons à lever 100 000 € pour la coopérative, pour permettre à des porteurs de projets d'investir dans différents matériels ou applications dont ils ont besoin. Et nous avons
un accès direct aux particuliers sans passer par la banque. Et nous leur proposons une formule de financement, de participation à une rémunération de 3% à peu près sur 7 ans. Hein, leurs fonds sont immobilisés pendant 7 ans. Le titre participatif est de 100 €, mais il peut aller à 1 000 €, 5 000 €. Et moi-même, en tant que porteur de projet et porteur de l'activité et porteur de ce projet collectif, j'en parle à mes amis et qui sont ravis d'avoir une opportunité correcte en termes de rémunération. Ça va au-delà du livret d'épargne qui va encore baisser en 2014 et qui a du sens. Et justement, l'une d'entre elles me disait, oui, mais comment est-ce que on va être rémunéré à 3%, mais est-ce que là, on n'exploite pas un petit peu les personnes, parce que ces 3%, ce sont les différents entrepreneurs qui vont générer cette marge par leur activité. Et je lui dis, oui, c'est vrai, mais quand tu remets 1 000 € à ta banque qui te rémunère à 1, 2 ou 3%, l'argent que tu lui remets, elle le fait fructifier à des hauteurs beaucoup plus grandes. Et ça t'échappe complètement. Alors, je lui ai dit, déculpabilise-toi, sache que tu vas être rémunéré à 3%, mais le reste, ça va être pour l'entrepreneur et son activité qu'il développe. Donc voilà, c'est le financement direct entre particuliers et entreprises qui est possible, en tout cas pour une SCOP. C'est de l'appel public à l'épargne, quoi, en quelque sorte. Oui, de l'appel public à l'épargne. Et je voulais faire un écho aussi à la réflexion tout à l'heure sur... parce que le sujet de notre table ronde, c'est l'entrepreneuriat, acteur du changement. Donc, faut-il passer par un label? Alors, il faut sans doute passer par une lisibilité. Hein, le projet Made in Respect, c'était pour donner la lisibilité à des bonnes pratiques sur un territoire. J'ai l'impression que Made in Respect a une audience dans votre région, peut-être qu'il n'en a pas ailleurs. Est-ce que c'est grave? Moi, je dirais que c'est pas grave. Le principal, c'est de te mettre en mouvement. Il a été question de l'ISO 26000, et je ne parlerai pas forcément des organismes qui labellisent aujourd'hui sur l'ISO 26000, mais l'ISO 26000 n'est pas prévue pour être certifiée et n'était pas prévue pour être labellisée. Elle était prévue pour mettre en mouvement de manière volontariste des organisations RSO. Hein. L'ISO 26000, hein, l'équivalent c'est RSO, et ça s'adresse à toutes les structures, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut juridique. Un groupe humain informel pourrait choisir de s'appliquer la RSO. Et donc, on n'est pas dans une démarche de labellisation forcément. Alors après, effectivement, il y a des questions d'échelle, de lisibilité, mais c'est ça qui est intéressant, c'est de se mettre en mouvement et après avoir si, par des nécessités stratégiques, il faut aller vers des normalisations. Mais tout à l'heure, le monsieur disait que c'était dangereux d'entrer dans une labellisation. Oui, ça peut l'être. Si la révolution que ça engendre au niveau de la culture de la structure l'emmène hors de sa culture, hein, au profit d'une culture finalement un peu standardisée, et le risque ce serait cela. La RSE aujourd'hui reste quelque chose d'ouvert. Moi je plaiderais à ce que ça le reste. Voilà, ça reste ouvert. Oui, allez-y. Oui, bonjour, continuez. Astrid Kissner, directeur associé Comine. J'avais une question. Donc, vous êtes tous entrepreneurs de changement. Comment finalement vous communiquez ce changement auprès de vos consommateurs et comment ils participent à vos côtés en achetant vos produits ou vos services à ce changement? Donc, question peut-être à Bilhomme ou des personnes qui sont en contact avec, oui, tiens, Hélène, ça fait avec longtemps des qu'on l'a pas consommateurs. entendu là. Comment vous communiquez ça aux consommateurs? Alors, du coup, je rebondis aussi sur les labels. Moi, j'ai fait le choix de ne pas partir sur une démarche de labellisation parce qu'on est ultra transparent. C'est-à-dire que notre atelier est à 7 km de Paris. En 8 ans, on a accueilli une quinzaine de télés qui sont venus. On a beaucoup de journalistes qui viennent. Et on a un circuit qui est extrêmement court, puisqu'en fait, on récupère des matières qui sont principalement à Paris. On les travaille dans notre atelier parisien, enfin à Choisy-le-Roi, donc à 7 km. Et ça part dans des ateliers qui sont quasiment tous franciliens, à part un en Bretagne. Du coup, en plus, on a un produit qui finalement concrétise la promesse d'une offre nouvelle, différenciante, porteuse de valeur, mais qui soit en même temps de qualité et, j'espère, mode. En tout cas, on s'y attache. Et du coup, en fait, finalement, ces journalistes qui viennent, qui ont besoin de trouver du concret dans toutes ces promesses, portent la bonne parole. Notre message. Oui, d'accord. Donc pas de label, mais de la transparence. Pas de label, pas de publicité. On n'achète pas de publicité, mais nos portes sont grandes ouvertes.
Mais réellement, d'ailleurs, on a régulièrement des gens qui viennent nous voir à Choisy-le-Roi Mhm. pour choisir un sac, s'acheter un sac parce qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils souhaitaient dans un magasin ou sur notre site internet. D'accord, donc c'est une façon de communiquer. Alors, qui veut s'exprimer là-dessus, hein? Oui, Jean-Dominique. Bah, moi, c'est naturel, puisque c'est dans la base de Oui Demain de raconter des initiatives qui changent, donc on le raconte dans chaque page. Donc chaque page à travers nos propres sujets que l'on trouve, ou des journalistes, ou des chercheurs, ou des sachants, comme on dit, qui nous apportent des idées de sujets. Donc ça, c'est dans la base, et on espère retrouver un public qui a envie de lire peut-être des sujets différents et plus optimistes, ce qu'on peut lire tous les jours. Mais c'est dans la base, c'est dans les gènes de Oui Demain, de raconter ça tous les jours et de donner cette énergie pour se dire qu'on vit une époque formidable. Voilà. Mais le problème des médias, c'est qu'ils racontent plus facilement l'histoire des autres que la leur. Oui, exactement. On est des passeurs. Voilà. Florence. Simplement pour raconter un petit peu l'histoire de Voiture Éco là-dessus, puisque là on est sur le changement et le changement de pratique. En fait, effectivement, on peut créer des labels, on peut créer plein de choses. L'essentiel, c'est de parler, c'est de faire parler, c'est de faire bouger les choses. Nous, on l'a vu avec le covoiturage sur l'université de Nanterre. Le covoiturage, quand on est arrivé sur l'université, c'était 2-3%. 2 ans après, en ayant une personne, puisque Voiture Éco, c'est vraiment des gens qui sont sur les territoires. Donc c'était une personne qui parlait aux covoitureurs, passagers et conducteurs, 14% de covoiturage 2 ans après. Étude qui n'était pas faite par Voiture Éco, je le précise parce que c'est important. Et donc, quelque part, je pense que vraiment, c'est toute l'énergie, effectivement, qu'on va passer, toute la communication qu'on va transmettre qui nous permettent de faire bouger et de faire aller dans nos sens. Alors, qui veut... Voilà, oui, encore, allez-y. Rebonjour. C'est cette fois-ci une question pour Jean-Dominique Siguel. Je me posais une question vraiment sans jugement, mais plus de compréhension du choix d'un lancement d'un magazine papier par rapport à un magazine plus numérique, enfin, par rapport à de l'information positive plus numérique à l'heure actuelle. Je fais le parallèle par exemple avec Spark News qui est sur le même créneau de l'information positive mais sur le numérique. Voilà, pourquoi ce choix et pourquoi ça peut être créateur de changement? Alors, l'objectif, c'est pas de rester sur le papier, mais en fait, en y réfléchissant bien, la manière d'être le plus visible, d'entrer très vite, c'était le papier. Et le fait qu'il y ait eu cette nouvelle génération qu'on a appelée les MOOC, qui nous permettait de faire, en plus, ce qu'on espère être un bel objet, ça nous donnait une visibilité. Et la création, en fait, l'objectif, c'était de créer un label. Et je pense que si on avait démarré directement sur Internet, même avec un site qui aurait eu 2 fois, 3 fois, 10 fois plus d'informations, ce qu'on pouvait faire en trimestre, on n'aurait pas pu exister dans l'océan d'informations qu'il y a sur le net. C'est un choix qu'on a fait. Alors après, on peut peut-être considérer que c'est un choix facile, puisque notre historique est papier. On est né dans le papier, on est des gens sans aucune prétention, des gens qui ont l'habitude d'éditer des magazines. Mais je crois que surtout... c'était vraiment pour une notion d'exister et ce que je disais tout à l'heure, peut-être une des manières de nous faire connaître, c'est vraiment on ne rêve que de faire une émission de radio. On a répondu, qu'on n'a pas gagné, mais on a répondu à un appel d'offres d'Arte sur une hebdomadaire sur l'innovation. On était là en finale, on a fait un pilote avec une maison de production. Donc on voit bien à travers ce que l'on a fait avec Oui Demain qu'on commence à intéresser. Mais on a fait le papier pour en sortir, mais il fallait, je pense que c'était pour poser un label. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais c'est un peu ça. puis il y a un argument de visibilité, c'est-à-dire que dans une librairie, on a une visibilité qui peut être bien supérieure à celle d'Internet où on peut avoir personne ou très peu. Enfin, Internet, c'est un océan. C'est un océan. Voilà. Alors, une question là, et puis monsieur en second. Allez-y. Une question, plutôt une précision. Gilles Coppet, Initiative France. À propos de la labellisation des fonds éthiques, il y a quand même un organisme en France qui est reconnu et qui en labellise une 150aine, c'est Finansol. Finansol est une association qui regroupe les financeurs de l'épargne solidaire, le Crédit Coopératif en fait partie, Initiative France aussi d'ailleurs, et je tenais à signaler que nous sommes dans la semaine de la finance solidaire qui contribue au développement de toutes ces entreprises. Voilà. Et d'ailleurs, au Monde, cette semaine, il y avait l'attribution du prix de la finance solidaire. Ouais. Alors non, mais juste Manuel. pour apporter un complément à ce que vient de dire monsieur, qui est tout à fait juste, il existe un label des fonds solidaires. Finansol, c'est un label des fonds solidaires. C'est-à-dire qu'il y a une partie
une partie de mes revenus que je cède, enfin que je laisse pour financer d'autres projets. Et il existe un label des fonds aussi ISR, d'investissement socialement responsable. C'est un investissement qui prend en compte les enjeux du développement durable, et c'est le label Novetic. Voilà, pour être complet. Il y a un label Finansol, fonds solidaires, et il y a un label Novetic pour les fonds ISR. D'accord. Allez-y, monsieur. Alors, Ludovic Mendes, Société Enid. Je fais partie du réseau depuis pas longtemps, et je trouve vraiment intéressant. On a la chance d'avoir la personne d'entreprendre qui est là, une personne aussi de l'économie éthique, on va dire. La question que je me pose, c'est comment on fait pour accompagner les jeunes créateurs qui innovent et qui changent un peu certains systèmes. Parce que sans le système bancaire, on ne peut strictement rien faire. Comment accompagne-t-on ces jeunes aujourd'hui? Je pense qu'il y a pas mal de jeunes dans certains quartiers qui veulent vraiment pouvoir en sortir et qui ont des choses à créer. En plus de la mobilité, ils ont besoin de financement, d'accompagnement et du moins de mise en avant. Comment on peut les accompagner pour justement accompagner un certain changement au niveau social et sociétal à ce niveau-là? Alors, David Pouyan, c'est une question pour vous. Comment on accompagne ce changement? Je me suis occupé pendant quelques mois auprès du gouvernement des assises de l'entrepreneuriat et particulièrement du sujet de l'accompagnement des entrepreneurs. Donc j'ai un peu à cette occasion étudié ce qu'est le paysage de l'accompagnement non marchand de la création d'entreprises. Je précise non marchand versus marchand qui sont tous les consultants d'entreprise. Et ce que je veux dire, c'est que le constat qu'on faisait dans le groupe de travail que j'ai animé, c'est que globalement quand même, il n'y a pas d'énormes difficultés de financement en phase de création d'entreprise. Avec tous les systèmes qui existent, Initiative France, les boutiques de gestion, l'ADI dans d'autres domaines, France Active, il y a quand même aujourd'hui un paysage de l'accompagnement assez structuré, enfin, pas très bien coordonné, mais suffisamment intense dans les territoires pour arriver à financer la plupart des projets. Alors je ne dis pas que tout le monde se finance, mais je dis que c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années, quelques décennies, et que globalement, en phase de création d'entreprise, ça va à peu près bien. Peut-être que certains ici vont dire oh, moi j'ai connu des mésaventures et j'admets, mais en tout cas c'est comme ça. Par contre, je pense que là où il y a une difficulté, c'est plus en phase de développement d'entreprise, c'est-à-dire pour une boîte de passer de 2 à 7 salariés ou de passer de 10 à 50 salariés, de devenir de petite entreprise à moyenne entreprise. Là, en France, il n'y a rien qui est prévu. Il n'y a pas grand-chose de prévu. Alors il y a quelques fonds régionaux animés par les conseils régionaux avec l'aide de BPI France et la Caisse des dépôts, qui se développent d'ailleurs de plus en plus, ces fonds régionaux, et qui ont une vision un petit peu différente des fonds de private equity ou des banques traditionnelles. Mais globalement, il n'y a pas grand-chose. Donc là, il y a, dans l'accompagnement, il y a quelque chose à créer. Et BPI France en a pris conscience et essaie maintenant, va sans doute démarrer une politique en vue d'impulser des initiatives dans ce domaine. Initiative France ANA, Réseau Entreprendre, ANA également. Le trou, il commence à partir de quelle taille à peu près Le trou, il commence après la phase de création. Il commence au bout de 3 ans. Et il commence à 3 salariés comme à 20 salariés. Et il y a de vrais trous dans le financement, dans la raquette du financement à cette période-là, jusqu'à ce qu'on soit une moyenne entreprise. Pour le développement. Là, il y a un vrai enjeu. Je voudrais quand même faire un commentaire supplémentaire, si vous permettez. C'est que vous allez voir qu'on va pouvoir contourner les banques dans les prochaines années. Je suis un ancien patron de banque. Ma famille a une des dernières petites banques indépendantes en France. Je ne saurais pas le dire, mais... donc j'ai une petite expérience du marché bancaire et je comprends aussi bien les banquiers que ceux qui ne le sont pas, étant moi-même client de banque en tant que patron de PME aujourd'hui. Mais vous allez voir que le marché va bouger. Il y a beaucoup d'innovation et beaucoup de créativité dans le domaine bancaire, dans le domaine financier, pardon, y compris
en dehors du système bancaire. Il y a une boîte qui s'est créée il n'y a pas longtemps, qui fait des prêts participatifs, certes très très cher payés, mais qui n'est pas, pas un établissement de crédit, c'est une société commerciale. Et la réponse, elle est donnée en 3 minutes. C'est du en crowdfunding, 3 minutes chrono. quoi. C'est pas du crowdfunding. Non, Ah bon. c'est pas du crowdfunding. Mais il y a effectivement toutes les initiatives de crowdfunding. Crowdfunding en dons, crowdfunding en prêt, même si c'est plutôt pour les particuliers aujourd'hui, mais ça viendra pour les PME, et crowdfunding en capital. Et puis il y a encore pas mal d'autres initiatives dans les territoires sur ces sujets. Ce que vous venez de citer pour les scopes, c'est remarquable. Bon, voilà, c'est une remarque que je voulais faire aussi sur la créativité dans le monde financier qui va bouger, à mon avis, dans les prochaines décennies. Alors vous avez une voisine qui est une vraie entrepreneuse. Je ne sais pas si elle est juste au moment du creux, là, si elle approche du creux où on a du mal à financer le développement. Déjà, je voudrais revenir à la base. Moi, j'ai été accompagnée par une structure formidable qui s'appelle le G, Groupement d'entrepreneurs accompagnés individuellement. J'ai fait des études de biologie, je suis partie dans la publicité, je ne savais pas lire un bilan. Bon, je sais à peu près lire un bilan, mais j'ai surtout une bonne comptable. Mais j'avais vraiment envie de me lancer dans cette aventure parce que y avait vraiment des choses formidables à faire, mais j'y connaissais rien dans la création d'entreprise. J'ai pas fait d'école de commerce. J'ai frappé à la porte du G, donc il y a quand même il y a beaucoup de monde, donc il faut présenter un dossier. Donc ça nous oblige déjà, nous, à nous pencher sur son projet et vraiment d'aller au bout de l'étude de ce projet. Et ensuite, donc, j'ai été acceptée. J'ai donc été accompagnée individuellement et ils m'ont vraiment aidée. J'ai eu des formations. Enfin, pendant 1 an, ça a été formidable. Ça m'a évité de me lancer dans la création d'une structure, donc de partir sur un peu le stress de la SARL ou de l'URL, etc. Puisqu'ils vous prêtent, entre guillemets, un cabis. Donc, on peut facturer, donc recevoir. Donc, ça, c'était très bien. Et effectivement, après, donc pendant 1 an, j'ai été accompagnée. Bilom faisait ses preuves, donc je suis partie. Et là, en revanche, effectivement, j'ai ressenti un peu ce creux. Et 3 ans après, donc il y a maintenant 4 ans, j'ai fait une levée de fonds. Là, par contre, je suis partie dans une démarche classique. Ouais. Et du coup, pour les entrepreneurs de demain, enfin en devenir, je pense que choisir... Un investisseur, vous choisissez autant que vous le choisissez. Je pense que c'est vraiment très important d'être en phase avec ce que vous avez envie de faire, de ce que vous faites et de ce que vous avez envie de faire de votre entreprise et qu'il soit en phase avec cette dynamique. C'est essentiel, je pense. Et ça, c'est facile à savoir. Est-ce que c'est une question d'intuition, finalement, de culture partagée? Est-ce qu'il faut se fier à sa première impression? Est-ce qu'il faut faire une enquête? Comment on peut savoir si l'investisseur qu'on a en face, il est vraiment en phase? Non, je pense qu'il faut échanger. Nous, il y a eu parfois quelques remises. Il y a eu des remises. Il y a eu des gros échanges assez forts entre nous. Aujourd'hui, ça se passe très très bien, mais c'est vrai que je pense qu'il faut être très clair nous-mêmes avec ces investisseurs. Ça demande vraiment un vrai échange et il faut qu'ils soient convaincus que vous partagez les mêmes convictions. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que vous avez une mauvaise expérience ou... Non, pas du tout. Ça se passe très bien aujourd'hui, mais on a eu un investisseur a besoin d'un retour sur investissement à un moment ou à un autre. Ben oui. Et donc, un investisseur vous accompagne. Il y a des moments où on n'a pas forcément envie de prendre les mêmes chemins parce qu'ils veulent peut-être que ça aille plus vite ou qu'on prenne des chemins différents. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ce sont des compagnons importants. Mais pas forcément de toute une vie. Pas forcément de toute une vie, ni pour eux ni pour nous d'ailleurs. Et c'est d'ailleurs plutôt très sain. Ouais, c'est pas naturel. C'est pas naturel d'aller lever des fonds. On a un gros problème de culture financière et comme on a un problème de culture management qui est pas quand même excellente globalement dans notre pays, mais on a un très gros problème de culture économique et particulièrement de culture financière. Vous allez au fin fond, à Paris, c'est beaucoup plus naturel d'aller lever des fonds et d'ouvrir son capital, mais quand vous allez au fin fond de la province, même pas au fin fond, quand vous sortez de Paris, à part les 3-4 grandes métropoles, c'est pas du tout naturel d'ouvrir son capital. Et c'est pas du tout naturel de savoir comment on fait pour lever des fonds. On a un vrai problème de culture économique, de culture financière. Oui, en même temps, moi, c'est clair que si j'avais pas levé de fonds, sans eux, Bilom n'existerait pas. C'était impossible. J'avais besoin, moi, à un moment... de me payer un minimum, surtout d'avoir une équipe, des locaux. J'avais besoin de 300 mètres carrés. Sans eux, je n'y arrivais pas. Et vous avez levé combien? 250 000 euros. 250 000 euros.
Oui, Florence? Voiture éco, il y a maintenant 3 ans, donc à peu près en 2009-2010, si je ne me trompe pas, donc 4 ans, je ne vois pas le temps passer, on s'est retrouvé en fait à avoir 9 plateformes de mobilité sur le territoire. Donc avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, 50% de retour à l'emploi, 1000 personnes accompagnées tous les ans, un impact social important et des financements à 80% par du public, et donc une impossibilité de pouvoir continuer à se développer. Les banques ne nous suivaient pas, toutes les structures existantes ne nous suivaient pas. Il a fallu en fait qu'on trouve aussi, et c'est ça l'entrepreneuriat, et c'est ça le changement aussi, c'est qu'il a fallu qu'on innove même financièrement. Et en fait, on a été voir Renault qui lançait un programme de business social en leur disant, ben voilà, aujourd'hui, on a un dispositif qui fonctionne, qui ne demande qu'à se développer, qui a même des clients qui souhaitent le développer sur les territoires, mais on n'a pas les moyens financiers en termes de trésorerie pour pouvoir continuer. Donc, ce que je voulais dire par ce témoignage, c'est que même les associations peuvent vivre ça, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas véritablement de dispositif qui existe, mais il y a des choses innovantes qui sont en train de se créer, et un fonds social financier comme celui que Renault a développé, nous a permis, nous, de passer de 9 à 15 plateformes, là, très rapidement. Mais notre ambition, c'est d'aller jusqu'à 30 plateformes. Et donc, ce pari qu'on a développé avec Renault, on l'a développé avec d'autres depuis, Total, par exemple, qui nous a suivis dans cette aventure. Et donc, l'ambition, c'est de créer aussi des dispositifs innovants, et je vous rejoins, c'est aussi le changement, les acteurs de territoire qui permettront ça. Et vous avez aussi choisi de vous placer sous l'ombrelle du groupe SOS. Est-ce que ça, c'était pour des raisons financières ou pas? C'était pas spécifiquement au départ pour des raisons financières. En fait, on rentre dans le groupe SOS en 2008, Voiture Éco est né en 98, et en fait, en 2005, on développe nos premières plateformes, et nos vraies premières plateformes commencent à sortir de terre en 2007. Et en fait, on va passer très très rapidement de 5 à 22 salariés et avoir des difficultés qui vont être d'ordre juridique, d'ordre social, d'ordre de comptable. Tout à l'heure, vous parliez... moi, j'ai exactement le même parcours que le vôtre, et finalement le bilan c'était pas exactement ce sur quoi je voulais passer mon temps surtout, et donc j'ai cherché à trouver des fédérations, des structures qui étaient dans la capacité d'intégrer Voiture Éco pour qu'on puisse passer notre temps à développer ce qu'on savait faire, nos plateformes de mobilité. Et donc au départ, si je viens voir le groupe, c'est pour les valeurs. Parce qu'il faut savoir aujourd'hui que l'entrepreneuriat social, ça paraît quelque chose qui est passé dans le langage courant. Mais à l'époque, l'entrepreneuriat social, c'était les capitalistes quand même de l'associatif. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est comme ça que moi je le vivais, en tout cas au quotidien, un petit peu la bête noire. Et Groupe SOS était véritablement dans les mêmes tendances que celle de Voiture Éco, enfin même beaucoup plus grande. Oui. Et évidemment, et également aussi parce que le Groupe SOS avait créé ce GIE qui était en capacité d'accompagner des structures comme la mienne. Et ce qui finalement, dans l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, existe peu. Et donc, c'était l'ambition au départ. Bien, merci Florence. Alors, il est temps maintenant de conclure cette discussion. On pourrait continuer encore longtemps. Ils sont ici aussi, si vous voulez prolonger la discussion. Il n'y a évidemment aucun problème. Moi, j'ai noté quelques mots clés, finalement. On a beaucoup parlé label, on a parlé communication, on a parlé investissement, on a parlé financement, et puis finalement le plus important, c'est qu'on a parlé entrepreneuriat. Ça, c'est l'élan. Et puis derrière le sens, c'est les valeurs dont vous venez de parler. Merci à tous et merci à vous et bonne journée.